on va suivre notre spécialiste, notre guide, qui va nous emmener à la découverte d'un bel endroit. Mais je vous demande d'être très attentif au cours du sujet. Un appel aux téléspectateurs. Il y aura une question après le sujet, après ce reportage. Et je vous poserai une question et là, il y aura à gagner un beau tablier comme je les porte toutes les semaines. Donc, vous jouerez sur Facebook. Mais regardez bien, hein. Attention. Hein. Oui, parce que je vous propose de partir en promenade insolite du côté d'Aubière. Aubière, ça a été la capitale du vin auvergnat. Imaginez que 550 hectares sur les 770 que compte la commune étaient plantés de vignes en 1850. Aujourd'hui, on compte encore 900 caves à Aubière qui forment un ensemble totalement unique en Europe. Et uniquement pour une petite chose, c'est très étonnant parce qu'à Aubière, on monte à la cave. Explication. Bienvenue à Aubière, ancienne capitale viticole de l'Auvergne. Une ville qui marque sa différence grâce à ça. Sur les collines qui l'entourent, de petits monticules de pierre parsèment le paysage. Non, ce ne sont pas des cheminées, mais les conduits d'aération de 900 caves où, pendant des siècles, les vignerons amenaient leur vin à maturation. Et pour y accéder, il faut pousser des portes comme celle-ci. Il n'y en a pas moins de 150 sur les coteaux. Et même si l'escalier nous mène en sous-sol, à Aubière, on ne descend pas à la cave, on y monte. La nappe phréatique dans le bourg d'Aubière est très proche des maisons, ce qui fait qu'on ne peut pas creuser de cave sous les maisons. Donc les vignerons ont choisi de creuser leur cave sur les coteaux au nord et au sud du bourg. Donc forcément, quand on va à la cave, on y monte. Et si rien ne ressemble plus à une cave qu'une cave, d'autres abritent de petits trésors et font le bonheur des collectionneurs. Comme celle de Roger, qui connaît leur histoire sur le bout des doigts. Les caves ici, c'est 900 caves sur 3 hectares et demi, constituées par 150 entrées de caves à peu près. Ce sont des caves bâties en dehors du bourg, donc c'est quelque chose d'unique. À ma connaissance, il n'y a pas en France de site aussi grandiose que celui-là. Un temps laissés à l'abandon, ces caves reviennent progressivement à la vie. Et pour certains métiers, leur température et leur humidité constante en font des endroits idéaux pour affiner du fromage par exemple. C'est la vie qui revient dans ces caves, qui est abandonnée où il n'y avait que des araignées et des souris. Et c'est vrai que je trouve ça merveilleux, on ne trouve plus ça ailleurs. Et si les caves sont un paradis pour les affineurs, c'est grâce à ces conduits d'aération qu'on ne peut manquer en venant ici. Et pour mettre en valeur ce patrimoine, une association a eu l'idée de planter une vigne au-dessus d'elle, une façon de rappeler le passé viticole de la commune. Les caves, c'est bien, c'était le logement où on conservait le vin, où on atteignait l'année suivante, où on expédiait. Mais la vigne, c'était quand même le cœur du système. Donc les caves sans la vigne, c'est un peu triste. Là, on est content d'avoir planté cette vigne. Fiers de protéger un patrimoine vieux de plusieurs siècles, ces Aubiérois organisent régulièrement des petites séances de dégustation à la bonne franquette. Une manière de se retrouver et d'échanger autour d'une passion commune. C'est des grands moments de plaisir, de joie, tout simple, de se retrouver autour d'un produit auquel on a pu amener un peu sa passion. Avec Gérard et ses amis, une chose est sûre. À Aubière, les caves sont entre de bonnes mains. Ah, et c'est très important les caves dans la région. Je voyais Jacques Maillot, enfant du pays, qui regardait ça avec beaucoup d'attention. La cave, c'est important, hein? Oui, parce que c'est vrai qu'on monte à la cave et c'est, je pense, de là que Fernand Reynaud a trouvé cette expression extraordinaire. Quand vous descendrez, montez dehors, vous verrez le petit comme il est grand. Oui, il n'y a pas mieux. Effectivement, ça résume parfaitement la philosophie de Fernand Reynaud que les plus jeunes derrière nous, des collèges, n'ont pas vraiment connu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a des grands comiques comme ça qui traversent les époques. Gonzague, tu regardais, c'est important
vraiment, parce que toi, tu es d'un pays de caves aussi. Hein. En Touraine, il y a énormément de caves qui sont taillées dans le tuf. C'est presque une pièce essentielle de la maison, surtout quand on a des bons vins comme autour de Vouvray et d'Amboise. Hein. Ici, on a aussi des crus, hein, Jacques. Il y a de autour, très bons vins. Il y a le Châteauguay, bien sûr, qui est très connu, mais il y a le Boud, qui est un vin excellent. On en a parlé cette semaine. Très bon vin. Et le Chanturgue, bien évidemment. Alors les amis, j'ai essayé de vous noyer dans les vins de la région. Vous avez été très attentifs au reportage. Il est temps d'aller jouer sur Facebook et de répondre à la question. Alors c'est un questionnaire à choix multiples. Vous aurez 2 réponses. La question étant, quelle est l'expression qui caractérise le mieux Aubière et ses caves? Allez sur Facebook, jouez pour gagner un tablier. C'est très simple. Hein. On vous demande rien de sorcier. Si vous avez un peu écouté ce qui s'est dit depuis, vous trouverez facilement. J'en sais. Alors, il y a une explication quand même. Pourquoi on a fait ces caves en hauteur? Parce que à l'origine, les caves, elles étaient normales. On les a creusées sous les édifices. Seulement, il y a une nappe phréatique qui passe sous Aubière. Ouais. Et du coup, les caves se remplissaient d'eau. Donc c'était et un donc, peu au lieu de gênant. se remplir de vin, ils se remplissaient d'eau. Voilà, c'était un peu gênant pour faire vieillir du vin. Mais en attendant, on a fait énormément de vin là-bas. La période d'or, l'âge d'or du vin à Aubière, ça a été jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce que ce phylloxéra débarque en France et ruine l'ensemble de la vigne française. Dieu merci, le talent des vignerons a fait que le vin donne encore un breuvage ici en France. Et les porte-greffes américains et les aussi. porte-greffes américains qu'il faut remercier absolument. En attendant, il y a une association à Aubière, l'association de sauvegarde des caves d'Aubière qui s'est créée et qui continue à faire perdurer ce bien vivre et ce bien boire qui caractérise les régions viticoles. Et je suis ravi de remettre ce sourire de France au président de cette association qui est Gérard Bonhomme qui continue à faire perdurer cette tradition des caves en haut. Et merci au nom de tous ceux qui se passionnent pour les caves d'Aubière. Merci à vous. Et il y a beaucoup de Clermontois, Jean-Seb, qui ont une petite cave, une cave qui loue à Aubière et qui font le déplacement pour faire vieillir du vin et qui vont le chercher le week-end. En revanche, vous avez compris, si vous cherchez des greniers, il faut creuser profond. Hein. C'est vraiment, c'est au 3e sous-sol. Et il faut savoir nager, manifestement. Et alors, il y avait un vieux truc qu'on faisait l'été aux caves d'Aubière qui sont très fraîches l'été. Elles sont à peu près à 12-13 degrés. Donc on faisait descendre les gens à la cave. Ils buvaient beaucoup de vin à 12 degrés. Ils remontaient à l'extérieur. Il faisait 30 degrés. Et là, évidemment, ils avaient un coup derrière. Oui, oui. Et ils se souvenaient du vin d'Auvergne. Voilà. C'est ça. On n'oubliera jamais ce vin d'Auvergne. Jacques, garde la parole parce que nous avons quelques images que nous avons été tournées dans une ville à proximité d'ici. Quelques images que tu vas pouvoir commenter sur l'écran qui est là, avec notamment une maison d'un très grand personnage, hein, maison de naissance. Ah oui, c'est la maison où j'habitais à Rion, c'est ça? Ah ben voilà, c'est ça, oui, je cherchais. Ah ouais, et la halle, alors là, la halle avec la salle des fêtes par-dessus, où on faisait des foires, on faisait le bal des conscrits, etc. Là, la basilique Saint-Aimable, où j'étais enfant de chœur, où je goûtais le vin de messe. Ah oui, j'ai connu mettais ça. un peu de côté. Ouais, ouais. Là, par contre, c'est la cour d'appel, Jacques. Ah, là, il faut pas trop y aller. Hein, là, c'est le procès de Rion, c'est le procès du gouvernement d'Aladier-Blum. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu plus compliqué, là. C'est très joli parc et surtout une chapelle, Sainte-Chapelle, en gothique pur, qui est magnifique. Alors, tu parlais du procès d'Aladier. Le goût de la politique, et en tout cas du commentaire de la politique, ne t'a pas quitté depuis ta jeunesse. En ce moment, d'ailleurs, tu es actuellement au Théâtre des Deux Ânes, à Paris, hein, comme depuis longtemps, dans un spectacle dont le titre est Marinella. Viens te perdre dans mes bras. Marinella. C'est évidemment des commentaires sur les... C'est la fille du papa. Ouais. Qui a mis lamentablement son père dans une maison de retraite. Elle l'a abandonné lâchement, donc on s'occupe d'elle, quoi. Voilà. On parle un peu des gagas de la marine. Les gagas de la marine. Très bien. C'est au Théâtre des Deux Ânes à Paris, bien entendu. En tout cas, on te garde jusqu'à la fin de l'émission et n'hésite pas. Hein, si tu as quelques pics, nous, on aime bien ça. Très bien, très bien. bien. Oui, c'est même ta spécialité, mon cher Jacques. C'est une très jolie phrase que j'ai vue ce matin dans la presse de François Hollande, qui a dit « Quand il y en a trop, ça fait beaucoup ». Belle philosophie. J'adore. Je la note, Jacques. Qu'est-ce que t'en penses, Gonzague? Prends ton micro, s'il te plaît. Quand il y en a trop, ça fait beaucoup. C'est de la belle logique, ça. Oui. J'essaye de voir à quelle autre phrase historique ça fait Ça peut faire référence. Ça peut se raccrocher à plein de choses, tu sais. Par exemple.